On débute avec ces combats hier dans l'est de la RDC, appuyés par des milices. L'armée congolaise tente toujours de repousser le groupe armé M23, soutenu par le voisin rwandais. Affrontement donc à la veille de la ratification d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Cela se passera tout à l'heure à Washington. On vous retrouve sur place, Mathieu Mabin, bonjour. Quel rôle jouent donc les États-Unis dans ce processus long? Bonjour. C'est l'hôte des discussions, un médiateur? Oui, un peu tout ça à la fois. Alors, en réalité, ce qui se joue aujourd'hui à Washington dépasse la seule signature d'un accord entre Kigali et Kinshasa. Le moment est pensé, orchestré par les communicants de Donald Trump et assumé comme une démonstration de force diplomatique par le président américain. Le président veut apparaître, et c'est très clair, dans la mise en scène, comme l'homme qui parvient à imposer un cessez-le-feu, à rapprocher deux capitales rivales et à régler un conflit que ni l'Union africaine, c'est vrai, ni l'Union européenne, ni les Nations unies n'ont réussi à apaiser durablement jusqu'à présent, il faut le dire. Concrètement, il offre un cadre, la Maison-Blanche comme lieu de médiation, on aurait pu trouver pire, les États-Unis comme puissance garante, évidemment, et lui-même au centre du jeu comme acteur central. Donc, c'est donc un message politique très direct. Quand Washington s'implique, la paix avance. C'est un peu le slogan de Donald Trump en ce moment. Ses conseillers le disent d'ailleurs en privé. Le président veut montrer qu'il fait ce que d'autres ont seulement promis. Il pense évidemment aux organisations internationales. Mais évidemment, Trump capitalise aussi sur un rapport de force. Comment pourrait-il s'en priver ? Les États-Unis disposent de leviers militaires, financiers, on le sait, mais diplomatiques aussi, dans la région des Grands Lacs, comme aucune autre nation. Et la réputation d'imprévisibilité de Donald Trump est paradoxalement un facteur d'apaisement diplomatique, comme personne n'est vraiment capable d'anticiper ses décisions ou ses réactions, qui, on le sait, peuvent être brutales, au moins sur le plan économique. Cela a comme effet de susciter la docilité chez les gouvernements et les chefs d'État que Washington voit comme fragiles, pour rester courtois. Le Rwanda, comme la RDC, reste dépendant de l'aide internationale, on le sait. Des programmes de sécurité et des investissements étrangers, évidemment, et parmi lesquels on trouve beaucoup d'investissements américains. Autant d'outils dont Washington abuse largement, en quelque sorte, pour imposer sa volonté. L'accord de Washington, signé en juin, puis réaffirmé aujourd'hui, porte d'ailleurs explicitement la mention d'une médiation américaine. Dans le fond, le président cherche à souligner un contraste. Le Moyen-Orient est sur la route de l'apaisement, le dossier ukrainien est au moins le sujet d'une densité de négociations, on l'a vu ces dernières semaines, une densité de négociations jamais égalée, même si les résultats sont quasi inexistants, mais il y a un dossier africain qui avance et avance grâce à Donald Trump. L'image du faiseur de paix, on va en parler concrètement, l'empreinte que Donald Trump veut laisser dans l'histoire, cette image commence à prendre, puisque même si la méthode déconcerte les diplomates de nos pays, elle se traduit très concrètement par des effets. Et vous l'avez effleuré, Mathieu, c'est surtout une très belle nouvelle occasion pour Donald Trump de montrer qu'il est le grand faiseur de paix mondial, finalement. Oui, absolument. Et d'ailleurs, à la veille de cette signature, l'administration a rebaptisé le siège de la United States Institute of Peace en Donald Trump Institute of Peace, une décision qui a un peu sidéré tout le monde ici et qui est assez symbolique, même si elle est évidemment déjà contestée devant les tribunaux par ceux qui dénoncent une instrumentalisation d'une institution censée rester indépendante et accessoirement financée par des fonds publics. Partiellement au moins. Concrètement, cela place le président au cœur du récit. Et vous savez à quel point dans ce pays, le narratif, même quand il est un peu fantasmé, accompagne le réel jusqu'à créer le réel. Trump, aujourd'hui, ne se contente pas d'accueillir deux chefs d'État. Il ne va pas seulement recevoir deux chefs d'État africains. Il inscrit son nom dans l'architecture même du dispositif qui porte la paix américaine. C'est comme ça qu'il se voit et qu'il voit son rôle dans l'histoire. Et ce geste intervient au moment où plusieurs élus républicains, d'ailleurs, mais aussi quelques chefs d'État étrangers et
un bon paquet de lobbyistes étrangers également poussent activement la candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix. Évidemment, vous m'avez vu venir, en s'appuyant entre autres précisément sur cette médiation entre Kigali et Kinshasa. L'administration ne le dit pas officiellement, mais tout dans la mise en scène va dans cette direction. Le monument, la cérémonie, la rhétorique sur l'héritage de paix, tout cela construit l'image d'un président qui veut être reconnu comme l'artisan d'un tournant diplomatique majeur en Afrique centrale, c'est-à-dire sur un terrain largement délaissé, il faut le rappeler, par ses prédécesseurs, toute étiquette confondue. Mais attention, tout ça reste fragile, vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, sur le terrain, les violences n'ont pas totalement cessé, le M23 n'a pas participé à la première phase des négociations, on le rappelle, et personne ici à Washington ne peut garantir que le cessez-le-feu tiendra. C'est précisément cette incertitude d'ailleurs qui alimente les critiques. Inscrire le nom du président sur un monument ou évoquer une candidature au Nobel alors que les armes n'ont pas réellement été déposées, c'est quand même s'attribuer des mérites un peu prématurément, vous en conviendrez. On en conviendra, Mathieu, signature attendue tout à l'heure donc à Washington entre la RDC et le Rwanda. Merci Mathieu, on se retrouve vite sur l'antenne de France 24.